Bonjour, je m'appelle Véronique Devander. Donc, je suis ingénieure en formation et ma spécialité, c'était l'ingénierie des compétences. J'ai été aussi compétitrice en dog dancing, je suis toujours, et j'ai décidé de me reconvertir il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai repris une formation à l'université Paris-Descartes, un diplôme de relations homme-animal, un diplôme en éthologie. Et dans la foulée, j'ai continué par une formation à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc là, c'était une formation en comportement canin appliquée à la relation homme-chien. Ensuite, j'ai créé mon association, Les Animaliens, et avec la ville de Calais, on a créé une ferme urbaine en centre-ville, une ferme qui est dédiée à la médiation animale. Alors la médiation animale, on en parle beaucoup, et aujourd'hui, je voulais un petit peu vous expliquer qu'est-ce que c'est la médiation animale. Alors la médiation animale, c'est une pratique qui est connue depuis relativement longtemps. Le premier exemple de participation de l'animal au bénéfice de la santé des humains, santé psychique ou physique, remonte au IXe siècle en Belgique. Il s'agissait de confier la garde d'oiseaux à certains malades pendant leur convalescence. En Allemagne, dans une institution pour épileptiques, où on soigne les patients au contact d'animaux de la ferme et d'animaux sauvages. Et en Grande-Bretagne, dans une institution pour malades mentaux, plutôt que d'enfermer et de droguer les patients, on leur enseigne comment prendre soin de petits animaux. Aux États-Unis, la première utilisation thérapeutique de l'animal remonte au XXe siècle, avec l'utilisation de chiens comme compagnons des pensionnaires d'un hôpital psychiatrique. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis toujours, un centre de la Croix-Rouge qui accueillait des pilotes de la Royal Air Force qui étaient blessés. Ils ont utilisé la présence d'animaux pour favoriser leur convalescence et l'acceptation aussi de leur handicap récent. Mais le père fondateur de la médiation animale reste certainement Boris Levinson, qui était un psychologue pour enfants et professeur en psychiatrie. À la fin des années 50, dans son cabinet, il reçoit Johnny et ses parents qui viennent pour un second avis. Leur fils, qui est autiste, devait être placé le jour même en institution. Exceptionnellement, le chien d'Eddie Levinson, qui s'appelle Jingles, était présent dans le cabinet. Et l'enfant, au grand étonnement des parents, est allé spontanément vers l'animal et s'est mis à caresser et à lui porter un grand intérêt. Le psychologue décide de renouveler les séances et il constate par la suite une nette amélioration de l'état de santé du garçon. Par la suite, Levinson utilisera de manière plus systématique l'animal familier, chien ou chat selon les personnes et leur tempérament, pendant ses consultations. Il a écrit un livre et une nouvelle démarche est née, c'est la psychothérapie infantile assistée par l'animal. Cette démarche va se développer et prendre le nom de zoothérapie. Elle a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment en France, à cause de l'utilisation du mot thérapie pour un travail avec les animaux, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Mais aujourd'hui, de nombreux médecins, psychologues, orthophonistes ou encore éducateurs spécialisés ont contribué à développer des pratiques de zoothérapie qui soient rigoureuses et professionnelles. En France, pour échapper aux critiques, on utilise alors le terme de médiation animale, qui fait référence à toutes sortes d'interventions destinées à l'homme et faites avec l'aide d'un animal qu'on appelle animal médiateur. Son but est de concourir à l'amélioration du fonctionnement physique, social, émotionnel ou cognitif de l'humain. Sa vocation peut être réellement thérapeutique. On parle alors de thérapie assistée par l'animal. La notion de thérapie nécessite de déterminer clairement des objectifs et de procéder à des évaluations aux différentes étapes du dispositif. Mais la médiation animale peut aussi avoir une vocation plus sociale ou alors une vocation éducative. On parle alors d'activité assistée par l'animal. Elles se basent sur les mêmes critères que précédemment, mais sans nécessaire vocation thérapeutique. Elles intègrent aussi les notions d'éducation et de loisirs, en augmentant la motivation à participer à des activités. Alors parmi les activités assistées par l'animal, on peut citer l'animation animalière, qui consiste en une activité liée au monde de l'animal, une animation qui se fait le plus souvent en groupe, avec différentes espèces d'animaux, lapins, cochons d'Inde par exemple, ou animaux de la ferme. Ensuite, on a la visite animalière. C'est souvent connu sous le nom de chien visiteur. Ça consiste en la visite d'un intervenant accompagné d'un animal, ça pourrait être un chat également ou un oiseau. Dans les foyers de personnes âgées, l'idée c'est d'apporter à ces dernières une activité différente qui les sort de leur quotidien et qui améliore leur qualité de vie et les remet un peu en projet de vie en fait. Et puis le service animalier, c'est une activité qui ne demande aucune présence humaine. En fait, on met un animal dans la chambre du patient qui doit s'en occuper. Avec les problématiques d'hygiène dans les établissements de soins, ce genre d'activité est encore peu fréquente, mais par contre, elle tend à se développer dans d'autres milieux comme le milieu carcéral. Deux points importants sont à retenir. D'abord, ceux qui pratiquent la médiation animale doivent être formés. Il ne s'agit pas simplement d'aimer les animaux. Dans le cadre de la thérapie, il est important que le professionnel, même si c'est un thérapeute,
soit formé à la médiation animale s'il intervient seul. À la ferme, nous travaillons avec des publics très variés et bien sûr, nous ne pouvons pas être des spécialistes de chaque problématique. Aussi, nous n'envisageons pas notre travail sans la collaboration étroite avec les professionnels qui accompagnent les publics et nous croisons nos compétences respectives. Les nôtres sont très développés dans la connaissance des besoins et la capacité de former nos animaux pour qu'ils deviennent des collègues à part entière. Le deuxième point, c'est que l'animal aussi doit être formé. Alors à la ferme, on travaille essentiellement avec des chiens, des poules, des chevaux, des ânes miniatures, des cochons d'Inde, des lapins et des petits rongeurs. Tous ont été éduqués pour s'habituer à certains comportements de personnes qui peuvent être en situation de handicap ou alors présenter des troubles psychiatriques. Plus encore, ils doivent connaître de nombreux exercices, parce que ces exercices vont nous permettre d'atteindre des objectifs fixés pour la bénéficiaire, comme la concentration, la posture, l'élocution, la motricité, ou encore la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion des émotions. Contrairement à ce qu'on peut entendre ou voir sur les réseaux sociaux, aucun animal n'est doté d'une empathie particulière pour les humains et d'une sensibilité pour les patients, parce que tous le sont, à des degrés différents, ou selon leur caractère, ou selon leur éducation. Bien sûr, chaque animal va réagir de manière différente selon les personnes et leur comportement, et de la même façon, les personnes auront une sensibilité et des réactions différentes avec tel ou tel animal, grand, petit, selon sa morphologie, son comportement. À la ferme, par exemple, nous avons une ânesse qui est Antonia. Elle est particulièrement attirée par les personnes en fauteuil roulant. Elle va vers eux spontanément, elle pose sa tête sur les genoux et elle bouge plus. C'est très émouvant à voir à chaque fois, mais on ne lui a jamais appris. C'est quelque chose qu'elle fait naturellement, elle est attirée par ces personnes. Par contre, on a une poule née chez nous, Satine. Elle a été éduquée comme d'autres poules de chez nous, mais elle est très proche de l'humain. Elle adore travailler, elle est éduquée au clicker et elle nous suit partout comme un petit chien, elle veut travailler. La règle d'or en médiation animale, c'est qu'elle doit se faire au bénéfice réciproque des animaux et des humains. Il ne s'agit pas seulement de respecter l'animal et son bien-être, on doit lui apporter quelque chose pour qu'il y ait un échange. Et c'est cet échange réciproque qui va faire la plus-value de la médiation animale par rapport à d'autres approches. Alors l'animal médiateur, il facilite l'entrée en relation avec le participant, bien sûr. Il est porteur de motivation pour les activités. Et surtout, il ne ment pas, il ne juge pas. Ça permet aux bénéficiaires de se sentir plus à l'aise, plus en confiance et de s'ouvrir davantage. On constate que les effets d'une séance peuvent se sentir jusqu'à plusieurs jours après. C'est un effet durable qui nous a été confirmé par plusieurs institutions. Alors, ces séances, comment se passent-elles ? La mise en place des séances nécessite une ou alors des réunions préalables pour échanger autour des bénéfices attendus et le repérage des bénéficiaires potentiels. Quels objectifs, pour quels bénéficiaires, quel nombre, quel profil ? Et puis, quelles modalités pratiques ? En individuel, en petits groupes, à quel rythme, quelle durée pour les séances, quelle durée totale du dispositif, comment on va assurer une traçabilité des interventions, sous quelle forme on va réaliser les bilans. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on contractualise sous la forme d'une convention qui est signée par les deux parties, l'association et la structure qui demande les séances. Et ça démarre le travail de médiation animale. À chaque séance, nous, on va travailler avec une fiche d'observation qu'on complète et ça permet de suivre, d'analyser et d'interpréter le travail effectué. Ensuite, on va ajuster au cours des séances. Pour terminer, la médiation animale, c'est une activité très riche, centrée sur la relation à l'autre humain et l'autre non humain, et qui requiert un maillage fin des compétences. Elle nécessite pour les intervenants beaucoup d'empathie, beaucoup d'altruisme, mais aussi de la créativité, de la rigueur pédagogique et une grande capacité à se remettre en question.